Bonjour, Paris est une fête, écrivait l'auteur américain Ernest Hemingway. Et depuis samedi 31 mai, c'est aussi une étoile, celle décrochée en finale de la Ligue des Champions par le Paris Saint-Germain pour la première fois. La deuxième seulement pour un club tricolore, une victoire française donc. Mais jusqu'à quel point s'agit-il, et peut-être surtout d'une victoire du Qatar, l'émirat du Golfe, propriétaire du PSG, à travers son fonds Qatar Sports Investments? Vous nous répondrez tout au long de cette émission. Jean-Baptiste Guégan, vous qui êtes spécialiste de géopolitique du sport et l'auteur de Qatar dominé par le sport aux éditions Bréal. Mais place d'abord aux enjeux de ce sacre européen. Il vient couronner 14 années d'investissement du Qatar, ici même à Paris. Jocelyn Debroux pour France 2. Comme la bannière d'un succès affiché aux yeux du monde entier, le Qatar s'écrit en lettres capitales sur l'avion qui ramène les joueurs du PSG sur le sol français. C'est bien le président qatari du club, Nasser Al-Khelaifi, qui descend fièrement le trophée entre les mains. L'émirat peut jubiler, il vient en partie de réussir son pari. Lorsque Doha rachète le PSG en 2011, Nasser Al-Khelaifi veut faire du club de la capitale la vitrine du Qatar en France. Dès les premières années, les investissements sont colossaux et les stars comme Zlatan Ibrahimovic présentés en grande pompe au Trocadéro. Doha veut des noms qui résonnent et s'offre David Beckham. Puis le transfert du siècle, le Brésilien Neymar pour 222 millions d'euros. Avant Kylian Mbappé ou encore Lionel Messi, le nombre de maillots vendus s'envole. Le Paris Saint-Germain collabore avec les plus grandes stars, comme Michael Jordan ou Beyoncé. Le club est désormais une marque mondiale. On est sur une valorisation qui est passée en 2011 à 70-80 millions d'euros lorsque les Qataris ont racheté le PSG, à aujourd'hui une valorisation supposée estimée à 4 milliards d'euros. Mais derrière cette réussite économique, les résultats européens ne décollent pas. Doha décide d'en finir avec le bling-bling et construit un collectif autour de l'entraîneur Luis Enrique. Le PSG touche au but et décroche la Ligue des Champions après 14 saisons et 1,4 milliard d'euros injectés. Le dernier succès d'un État gazier aux ressources presque illimitées. Depuis plus de 15 ans, il investit massivement en France dans le luxe, les palaces ou encore les médias. L'émirat tente de se rendre indispensable et affine son image dans l'Hexagone. Jean-Baptiste Guégan, on vient de le voir, le Paris Saint-Germain avait déjà largement exploité l'image du Paris Saint-Germain à travers le merchandising, ses stars recrutées parfois à prix d'or, Neymar, Beckham, Messi, ses ambassadeurs aussi, comme Michael Jordan ou encore Beyoncé. Ce succès sur le terrain sportif, il change quoi finalement ? C'est d'abord un accomplissement de la stratégie du Qatar, c'est-à-dire que sportivement, les 14 ans d'investissement sont enfin convertis en une victoire. Il avait fallu 12 ans pour les Émirats Arabes Unis avec Manchester City. Là, ils arrivent avec la possibilité de dire « Regardez ce qu'on fait, ça fonctionne, on a réussi ». Et tout l'argent investi, et c'est plus d'1,4 milliard, c'est 2,2 milliards quasiment aujourd'hui investis, prouve sur le terrain qu'on est capable de gagner. Ça crédibilise la stratégie, les acteurs et donc le principal investisseur, le propriétaire, QSI, et donc l'État du Qatar. Il faut dire que le Qatar n'est pas forcément en odeur de sainteté ici même en Europe. En témoigne le Qatargate, ce scandale de corruption d'eurodéputés qui a même provoqué l'incarcération d'une vice-présidente du Parlement européen. Cette victoire en Ligue des Champions, elle peut permettre de redorer le blason du Qatar ? Alors, elle le redore, elle le remet surtout sur le devant de la scène et elle lui permet de développer lui-même son récit. C'est-à-dire que le Qatargate, il est d'ores et déjà effacé. Aujourd'hui, ce qu'on va regarder, que ce soit sur les réseaux ou même sur les IA, quand vous tapez Qatar, ce qui sort, c'est la victoire en Ligue des Champions. Le reste passera au niveau de la 2e ou 3e page de Google, donc ça a disparu. Alors ici même en France, ça tombe à point nommé, si l'on peut dire, alors que le gouvernement vient de rendre public un rapport qui démontre l'influence prétendument menaçante des frères musulmans, ce mouvement religieux vu par beaucoup comme l'armée idéologique du Qatar. Alors, écoutez ce que disait Emmanuel Macron en accueillant justement les joueurs du Paris Saint-Germain. Il y a eu des années qui étaient ingrates pour le Qatar à la tête du PSG. Ils y ont toujours cru. Et donc je veux vraiment ce soir vous remercier l'émir du Qatar et tous ceux qui ont permis ce succès comme actionnaires et vous comme dirigeants. Ces mots à l'adresse du Qatar et du président du PSG, qu'on voit aux côtés d'Emmanuel Macron, Nasser Al-Khelaifi, vous ont surpris, Jean-Baptiste Guégan ?
Alors c'est une surprise parce que là, on est sur une mise en scène diplomatique. C'est de la footballisation du politique. Alors on sait qu'Emmanuel Macron est coutumier de ce genre de fait, on l'a vu avec l'Olympique de Marseille. Là, ce qu'on voit, c'est quand même la confirmation du lien particulier entre la France et le Qatar dans un contexte où il y a le rapport sur les frères musulmans qui est sorti et d'autres problèmes qui se posent avec l'État qatari. Et là, on met tout à plat, on oublie. Dans la victoire, tout le monde se rassemble et on montre aussi l'extrême force des relations avec nos deux pays au-delà des affaires. Et c'est plus ça qui est étonnant, parce que c'est la première fois qu'on voit un président de la République, dans ce cadre-là, à l'Élysée, fêter finalement un État qui se sert du sport pour exister. Si le Qatar, en tout cas, étend son influence de manière aussi tentaculaire, c'est qu'il bénéficie d'une réelle force de frappe financière, Maya Naissiatagen. Alors la fortune du Qatar, on le sait, provient des hydrocarbures, du pétrole un peu, mais du gaz surtout. Parce que le Qatar, c'est un tout petit État, aussi grand que la Corse, mais qui détient 13% des ressources de gaz mondial, juste derrière la Russie et l'Iran. Bilan, les revenus des hydrocarbures représentent plus de 80% des ressources publiques du Qatar. Mais le Qatar le sait, le prix du gaz est volatile. Il l'a vu avec la crise en Ukraine ou encore la crise du Covid. Le prix donc a pu baisser et donc bien qu'il y ait une transition écologique ou pas, le Qatar a su qu'un jour il n'aurait plus de gaz et qu'il faudrait passer à la vitesse supérieure au coup d'après. Pour cela, il a choisi de mettre en place la stratégie de la diversification à travers un fonds souverain, le 8e au monde, qui bénéficie de 500 milliards environ de dollars d'actifs qui ont été investis dans différents secteurs. On en a parlé, le secteur du luxe par exemple, avec des hôtels de luxe ou encore des magasins de luxe, mais aussi des parts dans ce qui est très intéressant d'un point de vue soft power, le PSG, racheté en 2011. Oui, Jean-Baptiste Guégan, miser sur le sport, c'est un moyen pour le Qatar de sortir de sa dépendance au gaz, à cette rente gazière? Alors c'est un moyen de créer un actif, c'est le cas avec le PSG. Aujourd'hui, le club, après avoir été racheté 70 millions, vaut plus de 4 milliards. C'est un moyen d'entrer dans un secteur aussi qui vous donne de la forte visibilité. Et l'idée, c'est que ça nourrisse aussi l'envie d'aller à Doha. La Coupe du Monde au Qatar avait servi à ça. Avec Qatar Airways, vous y allez, vous restez quelques jours. Et l'idée, c'est de faire du tourisme un des leviers de la croissance à venir du Qatar. Et surtout de travailler son image une nouvelle fois. L'objectif, il est très simple. Si vous présentez une image favorable de vous-même, vous aurez des investisseurs, vous aurez des entreprises, mais surtout vous aurez des talents. Et c'est ça qui manque au Qatar. Vous avez simplement une population de 300 000 ressortissants, 90% d'étrangers. Vous avez besoin de talents pour que votre pays fonctionne. Vous avez besoin de les attirer. Pour ça, il faut raconter une belle histoire. Le sport sert à ça. Les influenceurs, aujourd'hui, ils sont à Dubaï, Émirats Arabes Unis, ils ne sont pas à Doha. Alors, ils sont en train d'être gentiment invités à prendre un peu de champ à Dubaï, parce qu'ils ont fait un peu n'importe quoi. Et aujourd'hui, on a des influenceurs à Doha, mais ils sont beaucoup plus maîtrisés. Dubaï, c'est particulier, hein, c'est une place touristique avec ses vices et ses vertus. Doha, c'est différent, on s'y amuse peu. À partir de 22h, quasiment tout est fermé. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'on va chercher d'autres types d'influenceurs. Et les footballeurs servent à ça. Le PSG, quand il ira fêter sa victoire à Doha, il le fera en grande pompe, le monde entier le verra, et ça fonctionnera. Cette diplomatie par le sport passe aussi par l'audiovisuel, hein. Un peu comme en politique, le Qatar pousse ses pions via sa chaîne d'information en continu Al Jazeera. En sport, il s'appuie sur le groupe beIN pour faire passer ses idées ou les clubs qui lui sont chers. Alors beIN, c'est l'émanation déjà d'Al Jazeera Sport. On l'a rebaptisé et l'objectif, c'était d'être très vite un acteur central du sport mondial avec un principe clair. Si vous êtes le payeur, donc celui qui diffuse, celui qui paye pour avoir les droits, vous avez accès à tout le monde. Ça facilite les négociations après, l'entrisme dans les institutions et donc l'obtention d'événements qui vous donnent de la visibilité, qui vous permettent d'obtenir vos objectifs, de les tenir et de les atteindre. Et c'est toujours animé précisément de cet objectif que le Qatar a organisé la Coupe du Monde de football en 2022. Un projet salué pour la qualité de son organisation, mais critiqué aussi en matière de droits de l'homme et d'environnement, ce qui a fait couler beaucoup d'encre. Un bilan que résumait à l'époque Thibaut de Barberac pour France 2. De la vie générale, cette édition est l'une des plus réussies au niveau de l'organisation. Des stades faciles d'accès, une ambiance bon enfant sans débordement entre supporters. Pour les Français qui ont pu se rendre sur place, l'Émirat a réussi un sans faute. Très belle organisation, un accueil chaleureux. Tout ce qu'on nous a dit sur les Qataris, moi j'ai envie de dire c'est faux. Je suis allée chez des Qataris, on a été invités, on a dîné avec eux, déjeuné, enfin, extraordinaire. Au-delà de l'organisation millimétrée, la compétition a aussi permis au Qatar de travailler sa diplomatie. L'émir à gauche, tout sourire avec celui qui était jusqu'alors un de ses principaux ennemis, le prince Bel Salman d'Arabie Saoudite.
Il y a encore 2 ans, le petit émirat était boycotté par son voisin, accusé d'une trop grande proximité avec l'ennemi iranien. Autre scène étonnante permise par ce mondial, ce journaliste israélien gentiment chahuté par des supporters iraniens. Autant d'images qui servent la stratégie d'influence de l'émirat. À quoi avons-nous assisté? Finalement, à une Coupe du Monde normale. Et c'est là peut-être que le Qatar a réussi son pari. Rien ne dit en revanche que la polémique ne va pas reprendre après. Car des polémiques, il y en a eu. Des stades climatisés, aberrations écologiques et accusés d'être à l'origine de coups de froid chez certains joueurs. Le geste des Allemands pour dénoncer l'interdiction de porter le brassard One Love, interdiction bravée par quelques officiels. Ou encore l'indignation sur les travailleurs morts sur les chantiers. Pour les associations de défense des droits de l'homme, le Qatar ne sort pas grandi de cette épreuve. Encore faut-il ajouter à cela, Jean-Baptiste Guégan, les conditions d'attribution de cette Coupe du Monde. Effectivement, on a une Coupe du Monde qui a été obtenue en décembre 2010 dans un contexte étonnant. Ça a même surpris Bill Clinton, qui représentait les États-Unis à ce moment-là. Oui. États-Unis qui ont été battus. Oui, parce qu'on attendait la Russie pour la précédente et les et la Russie pour 2018, les États-Unis pour 2022. Le gâteau devait être partagé. Et c'était clair pour tout le monde. Ouais. Alors ça a eu une première conséquence, c'est que la FIFA a été complètement décapitée par la justice américaine. La deuxième conséquence, c'est que tout le monde a compris que le Qatar avait obtenu cette Coupe du Monde dans des circonstances particulière, bon, c'est un mot, et ce mot, on le connaît tous. Ouais. Et en l'occurrence, ce que c'est... C'est bien une enquête pour corruption qui a été déclarée. Et en tout cas, corruption et trafic d'influence. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que sur les 19 membres qui étaient en situation de voter au moment de la désignation, il n'y en a plus un seul aujourd'hui dans le monde du foot, et ils sont quasiment tous tombés, justement pour avoir profité de la situation. Oui, l'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, a connu une erreur, lui qui a été suspendu, tout comme Michel Platini à la tête de l'UEFA, et puis un secrétaire général de l'organisation de la FIFA, Jérôme Valqueux, a lui été démis de ses fonctions. Ce coup de projecteur, au final, il n'a pas desservi le Qatar? Non, pas du tout, puisque l'événement a été, et on le voit à chaque fois, dès que le sport commence, il reprend ses droits et il écrase tout le reste. Tout le monde savait, à commencer par le Qatar, qui jouait littéralement la réussite de l'événement du point de vue organisationnel. Il y a eu moins de touristes que prévu. Ils ont contrôlé les accès. Vous ne pouviez pas entrer sur le territoire qatari sans avoir un visa, un billet et un endroit où loger. Donc ça permettait de contrôler aussi tous les problèmes éventuels. On n'a pas eu une mobilisation d'ONG sur place. Et la médiatisation a été contrôlée. Il y avait des endroits où on ne pouvait pas aller, où si vous y alliez, vous étiez gentiment invité à rebrousser chemin. Et cette manifestation, du point de vue global, elle a fonctionné. Après, en Europe, on a énormément critiqué, un peu aussi en Amérique du Nord, mais ce n'était pas ça que cherchait le Qatar. C'était toucher à la fois l'Afrique et l'Asie, les continents qui ont la croissance de demain, là où le Qatar est en train de pousser ses pions. L'Europe, j'ai envie de dire, c'est une sécurité pour eux, mais ce n'est pas leur priorité. Ouais, en tout cas, autre point noir, on l'a vu dans le reportage, l'économie du Qatar repose sur une forte communauté de travailleurs immigrés, souvent surexploités, comme ces Népalais morts sur les chantiers de la Coupe du Monde dans des conditions particulièrement éprouvantes. C'est un extrait du reportage de Marion Lawamen, Tashi Bista, Savitri Rajali et Anit Katwal. Les ouvriers népalais partis gagner un peu d'argent au Qatar, dont ne reviennent que des cercueils. Il y en a eu des milliers depuis l'attribution du mondial à l'Émirat en 2010. Malgré tout, les candidats sont toujours aussi nombreux. Passeport en main, 500 Népalais par jour tentent d'obtenir un visa pour le Qatar. Parmi eux, Souradeb, 31 ans. Ce père de famille espère gagner 300 € par mois pour un poste de bagagiste. C'est 3 fois le salaire moyen au Népal. C'est notre responsabilité de prendre ce type d'emploi. J'ai 9 membres de ma famille à nourrir. Les ouvriers népalais représentent la principale main-d'œuvre étrangère sur les chantiers de la Coupe du Monde. À chaque fois qu'un travailleur népalais meurt au Qatar, la cause est presque toujours la même, une crise cardiaque. Une mort naturelle qui ne permet pas aux familles de recevoir une compensation de l'employeur. Difficile de connaître le nombre exact de morts. Selon le gouvernement népalais, 13 000 de ses ressortissants auraient travaillé sur les différents chantiers de la Coupe du Monde, hôtels, aéroports, routes et bien sûr dans les stades. Parmi eux, toujours selon le gouvernement, près de 2000 Népalais y seraient décédés. Un chiffre très largement sous-estimé aux yeux des différentes ONG. Jean-Baptiste Guégan, on saura un jour quel a été le réel coût humain de ces chantiers de la Coupe du Monde? Ce coût humain, je pense que même le Qatar ne le sait pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas les protocoles finalement qui permettaient de savoir quelles étaient les causes des décès.
On le voit notamment avec les ambassades africaines qui ne sont pas présentes sur place. Et donc, pour tous les ressortissants africains, ils sont nombreux, qui ont travaillé aussi sur les chantiers. Le chiffre n'existe pas. Et donc, aujourd'hui, on a des estimations. Alors, on sait qu'on est au moins à plus de 2000 morts sur 10 ans, rapportés donc, par année. Ça reste un chiffre atroce. On est à 200 morts par an. Je rappelle qu'en France, on est entre 130 et 150 par an. Morts donc sur finalement le lieu de travail. Oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'on en parle beaucoup au Qatar et on a raison de le faire. Et il faut dénoncer cette situation. Ce serait bien aussi qu'on le fasse en France. Au Qatar, il y a une pratique qui s'appelle la kefala, c'est la soumission totale à l'employeur. Alors elle a été levée, elle a été aménagée, voilà. Ouais. Mais cette pratique-là, elle est propre au Golfe. Oui. Et effectivement, vous êtes dans une situation de dépendance complète, vous laissez votre passeport. Généralement, vous n'êtes pas payé. Et ça, c'est l'autre problème sur lequel on a énormément attaqué le Qatar. Et à raison, beaucoup d'acteurs qui ont travaillé sur place ont été payés en retard, souvent pas payés intégralement et invités à partir très vite. Et pour ceux qui sont repartis, il y a eu beaucoup de problèmes de santé parce qu'on leur donnait notamment de l'eau qui était déminéralisée et qui n'était pas de bonne qualité. Et ça, on a eu énormément de problèmes rénaux, notamment dans le sous-continent indien, pour des travailleurs qui travaillent là-bas. Voilà. Le président du Paris Saint-Germain, qu'on a vu sur les images avec Emmanuel Macron, Nasser El Khelaifi, lui-même fait l'objet d'une enquête pour travail dissimulé suite à une plainte déposée par un ancien majordome. Plusieurs enquêtes même. Alors, il y a plusieurs enquêtes qui concernent Nasser El Khelaifi. D'ailleurs, c'est assez étonnant de le voir reçu à l'Élysée dans ce contexte-là. Alors évidemment, la présomption d'innocence est importante, mais il faut aussi rappeler que c'est un ministre sans portefeuille du gouvernement du Qatar qui représente finalement l'action diplomatique du Qatar. C'est pas simplement un président de club, c'est un acteur politique, c'est un homme d'influence. Il travaille la cause du Qatar au quotidien et aujourd'hui on voit que tous les moyens de l'influence sont sur la table et il représente aussi ça. De quoi ternir la réputation du Qatar auprès du Sud global, comme on dit. Et pourtant, l'Émirat reste un acteur de premier plan et pour cause, il parle à tous. C'est même devenu sa marque de fabrique, Maya Naissiatagen. Oui, alors tout d'abord, le Qatar est un allié majeur des États-Unis. C'est d'ailleurs au Qatar que se trouve la plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient. D'ailleurs, Doha s'est par ailleurs beaucoup engagé dans le dossier afghan, que ce soit pour faciliter un accord entre les talibans et les Américains ou encore pour aider à l'évacuation lors de la chute de Kaboul. Depuis, le Qatar essaye de s'imposer comme un médiateur par excellence, notamment sur le terrain africain entre le Congo et le Rwanda, par exemple, mais aussi au Soudan ou encore au Tchad. Des prises de position diplomatiques qui ont pu, par le passé, créer différentes tensions avec des voisins plus immédiats comme l'Arabie Saoudite, le Bahreïn ou encore les Émirats Arabes Unis. Avec l'Égypte, ces pays ont accusé le Qatar en 2017 de trop soutenir l'Iran et aussi les mouvements islamistes et cela a donné lieu à un embargo jusqu'en 2021. Il est vrai que le Qatar a des liens avec les frères musulmans et accueillait par ailleurs depuis 2012 l'essentiel de la direction extérieure du Hamas. Le Qatar est d'ailleurs l'un des seuls États qui dit officiellement discuter ouvertement avec le Hamas et depuis l'attaque du 7 octobre 2023, le Qatar s'est positionné en médiateur de la guerre à Gaza. Le principal médiateur, les pourparlers en vue d'un cessez-le-feu ont lieu à Doha et les négociateurs qataris faisaient les allers-retours entre les villas des Palestiniens et les villas des Israéliens car ces négociateurs refusaient de se parler directement. Merci Maya Naissiatagen. Jean-Baptiste Guégan, le pays qui parle à la fois au Hamas et à Israël, aux talibans comme aux Américains, ça en fait un intermédiaire naturel dans nombre de négociations. Mais quel profit en tire le Qatar pour lui-même ? Cette stratégie d'intermédiation, elle lui permet d'abord de se sécuriser lui, d'exister pour tous les acteurs et donc finalement d'être précieux pour tout le monde. Parce que être celui par lequel on peut avoir accès aux autres, ça vous rend indispensable. Donc on a besoin de vous. Et quand vous êtes un petit État de 3 millions de personnes et 200 000 à 300 000 ressortissants, vous avez besoin de sécurité. C'est ce que va chercher le Qatar. Et vous avez aussi besoin de sécuriser d'autres choses. Vous avez besoin de sécuriser vos ressources, vous avez besoin de sécuriser votre territoire et votre pouvoir. C'est pour ça qu'ils investissent aussi énormément en Afrique. L'intermédiation, c'est une vraie clé. On est sur un acteur qui a très bien compris le jeu de la diplomatie et qui sait qu'en étant précieux parce qu'ouvert à tout le monde, il pourra jouer sa carte et donc ses intérêts. Est-ce qu'il n'est pas pénalisé tout de même le Qatar par la méfiance qu'il inspire dès lors qu'il parle ou héberge des groupes considérés, par exemple ici même en France ou en Europe, comme terroristes ? C'est le cas. Mais qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là ? Souvenez-vous, au moment où l'Arabie Saoudite, en 2017, accuse le Qatar d'être un acteur qui finance le terrorisme international, on achète Neymar et Mbappé. Quand les talibans occupent Kaboul, qu'est-ce qui se passe ? Arrivée de Messi.
On est dans quelque chose où ils ont très bien compris la guerre des récits et des imaginaires. Quand vous êtes accusé d'eux, vous savez que vous pouvez renverser la réalité, la reconstruire. Le sport sert à ça. Vous reliez, vous, les recrutements sportifs à cette actualité géopolitique? Ils servent en tout cas à la stratégie et ils actent aussi la capacité de l'État du Qatar à utiliser l'arme sportive pour construire un récit dont il a la maîtrise. Et ça le sert. Aujourd'hui, prenez n'importe quel Parisien dans la rue et demandez-lui ce que le Qatar fait. Il ne vous sortira pas son soutien aux frères musulmans, ni au Hamas, ni aux talibans. Il vous parlera de la victoire en Ligue des Champions. Illustration en tout cas de cet activiste sur la scène internationale, ces négociations à Doha pour mettre un terme à la guerre à Gaza. La procureure générale d'Israël a ordonné cette fin février l'ouverture d'une enquête criminelle sur les liens entre des membres du bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou et le Qatar. Au même moment, l'administration américaine, elle court-circuitait tout simplement l'État hébreu pour négocier directement avec le Hamas à Doha. Stéphane Hamar. Oui, alors c'est une histoire très particulière. Pour faire simple, la justice israélienne reproche à des membres du cabinet de Benjamin Netanyahou d'avoir touché de l'argent de la part du Qatar pour redorer l'image du Qatar auprès des médias israéliens. Vous savez que c'est une image très dégradée depuis le 7 octobre parce que le Qatar a financé le Hamas, a hébergé ses principaux dirigeants et donc il voulait en quelque sorte s'offrir une opération de communication publique à laquelle auraient participé ces membres de l'entourage de Benjamin Netanyahou. Alors le Shin Bet, le Shabak, les services de sécurité intérieure ont enquêté sur cette affaire et c'est pourquoi la conseillère juridique du gouvernement, qui est aussi procureure générale, estime que Benjamin Netanyahou ne pouvait pas se défaire comme il l'a fait du chef du Shin Bet pour le remplacer et qu'il y avait là un conflit d'intérêts. Alors c'est une des affaires parmi d'autres qui empoisonnent les relations entre Benjamin Netanyahou et cette conseillère juridique du gouvernement qui prend quasiment systématiquement le contre-pied de ces décisions, ce qui fait qu'elle a été conspuée encore jeudi soir à Jérusalem par les partisans de Benjamin Netanyahou qui estiment qu'elle s'ingère dans les affaires du gouvernement et que d'une certaine manière elle défend les positions de la gauche israélienne contre celles de la droite. Le Qatar qui cherche à s'offrir des relais jusqu'au sommet du gouvernement israélien, Benjamin Netanyahou lui-même. Le Qatar qui offre un avion à Donald Trump pour remplacer Air Force One. Et quel avion Jean-Baptiste Guégan, il n'y a plus aucune limite finalement aujourd'hui aux visées du Qatar en matière en tout cas de tentative pour circonvenir, il faut le dire, un certain nombre de dirigeants politiques de la planète. On parle souvent de soft power quand on parle du Qatar. Là, on est sur de l'influence, c'est-à-dire on utilise tous les moyens qui sont possibles et disponibles pour pouvoir faire valoir ses intérêts. C'est ce que le Qatar fait. Le sport permet de construire une image, de raconter une histoire, permet d'accéder à des élites. Et après, vous faites ce que vous avez à faire. Mais quand c'est fait au grand jour, comme avec l'avion de Donald Trump, ça pose pas quand même un problème d'image, justement? Alors j'ai envie de dire que ça pourrait être considéré comme de la diplomatie publique si on pouvait en sourire. Ça a posé un énorme problème à la démocratie américaine, ça continue à en poser un, surtout qu'a priori l'avion a été accepté. La vraie question, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas entré dans un nouveau monde où ce type de choses traduit un rapport de force qui est en faveur d'acteurs qui ont les moyens de ce rapport de force, en tout cas les moyens financiers. Aujourd'hui, c'est une vraie question qui se pose et la démocratie française devrait se les poser parce qu'on a des acteurs en France qui sont sensibles à cette attirance et à cette image du Qatar. On voit l'intérêt du Qatar, en tout cas dans sa stratégie d'influence envers les États-Unis, envers la France, envers Israël. Même que vient faire le Qatar dans les rapports entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, par exemple? Alors au Rwanda, ils y ont des intérêts. C'est-à-dire que, outre le partenariat Visit Rwanda qui concerne le Paris Saint-Germain, vous avez l'aéroport de Kigali qui a été acheté en partie par le Qatar. Vous avez une proximité avec le régime de Paul Kagame. Et derrière, dans la crise entre le Rwanda et la République démocratique du Congo au sujet du Kivu, ils interviennent en tant que médiateurs. Ça permet de se positionner justement en Afrique. Ça permet aussi d'aider un allié, le Rwanda, et de travailler aussi une cause qui pouvait à terme se retourner contre lui. On se rappelle qu'une partie de la diaspora, justement congolaise, s'est retrouvée devant le PSG et a appelé le PSG à casser son contrat avec le sponsor Visit Rwanda, contrat qui a été renouvelé juste avant la demi-finale de Ligue des Champions. Cette vision d'un Qatar comme une puissance vient de loin, retour en 1975. C'est 4 ans seulement après la naissance du Qatar en tant qu'État indépendant. Des images commentées à l'époque par Jacques Abouchard. Jusqu'à la découverte de l'or noir en 1949, Doha n'était qu'une bourgade vivotant à l'ombre de ses minarets. Si près de la Mecque, l'influence de l'islam est toujours forte.
le Qatar est un pays de cocagne, pas d'impôts, pas de taxes, médecine et école gratuite. C'est aussi un paradis pour les banquiers qui s'y bousculent. Vous avez des petits contrats, vous avez des gros contrats. Vous avez les gros contrats peuvent être estimés à peu près à 500 millions de dollars. C'est énorme. Il y a des sociétés françaises qui s'alignent sur des contrats pareils? Ah oui, depuis, disons, le début de l'année 74, nous voyons très souvent des hommes d'affaires français dans le Golfe. Sous les sables de Qatar, les réserves de pétrole sont estimées à 1 milliard de tonnes, plus de 30 années de vaches grasses assurées. Et pour le chèque, une multitude de projets, dont l'un va se concrétiser en France, près de Dunkerque. Brasseur d'affaires, manager, l'émir de Qatar est décidément bien éloigné de l'image de roitelet, oisif et jouisseur, vautré sur son tas d'or. Et depuis 4 ans qu'il est au pouvoir, ses gardes désespèrent de le voir participer enfin à une chasse aux faucons, son passe-temps favori d'autrefois. On mesure, en voyant ces images, Jean-Baptiste Guégan, à quel point cette stratégie a été longuement et mûrement réfléchie. Alors, il y a une rupture. Hein. Là, c'est le père d'Ahmad Al-Thani, qui est à l'origine de l'indépendance du Qatar, qui a lancé le Qatar, qui a justement été capable de profiter de la manne du gaz. Son fils, Ahmad Al-Thani, lui, est entré via le gaz naturel liquéfié, donc il y a eu énormément d'argent. Et là, il y a eu un ruissellement vers la population. C'est là où les Qatariens sont tous devenus riches. Et après, son fils, qui est l'émir actuel, Tamim Al-Thani, lui, a lancé la phase, finalement, de globalisation du Qatar. On est dans un nouveau monde où aujourd'hui, tout le monde sait ce qu'est le Qatar. Ce qu'on voit aussi ici, c'est que dès les années 70, on savait la capacité financière du Qatar et les opportunités qu'il offrait. Ça se traduit aujourd'hui, mais avec une ampleur démesurée. Et la prochaine étape, c'est quoi, les JO 2036 ? Les JO 2036, c'est tout ce qui peut être organisé comme événement dans le sport, d'ampleur régionale, donc à l'échelle du Golfe, et d'ampleur globale. Ils iront, même s'ils perdent. L'idée, c'est d'être présent et de montrer le Qatar. Un mot très rapide, ça ne se télescope pas avec l'ambition saoudienne Vision 2030, qui est là aussi de parachever cette diversification. Ça pourrait se télescoper. Après, on est sur une autre échelle. L'Arabie Saoudite, c'est 10 fois plus, 10 fois plus vite, et surtout avec une ambition encore plus grande. Maintenant, on peut aussi imaginer un partenariat entre les deux. Et ça semble en tout cas aller vers un rapprochement. Hein. En tout cas, on s'est singulièrement rapproché entre les deux États. Merci beaucoup Jean-Baptiste Guégan d'avoir été avec nous. Voilà ce qu'on pouvait dire donc, de cette présence du Qatar. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet france24.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour Le Monde dans tous ses états.